Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Ce matin, je vais du côté du sud-ouest, vers Toulouse. C'est bien ça? C'est ça, campagne toulousaine. Et je vais à la rencontre de Anne Ferrier-Brassard qui va nous dire un peu tout ce qu'elle fait parce que quand j'énumère un petit peu tout ce que j'ai pu lire sur LinkedIn, tu vas nous mettre un petit peu au pli parce qu'il y a plein, t'es un peu multifonctionnel. J'ai l'impression que je fais plein de choses diverses et variées. En plus d'être une maman aussi. Donc, écoute, enchantée Anne et écoute, bienvenue dans l'émission Parlant de votre mental. Et écoute, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Et bonjour Sébastien, bonjour à ton auditoire. Écoute, je suis ravie d'être là. Effectivement, tu dis multifonction, c'est vrai que ça me fait un petit peu penser au fameux couteau suisse. Écoute, je suis quelque part ce qu'on appelle aujourd'hui les slashers ou les multipotentiels ou moi je dis souvent pluriactifs. Je trouve que c'est plutôt c'est assez clair et en fait ça correspond à ce que Gabrielle Alberne, qui est une philosophe qui a sorti un livre là-dessus, appelle l'hybridation, et elle dit qu'on va de plus en plus vers l'hybridation. Moi, j'accompagne des personnes dans les changements de vie, notamment la reconversion professionnelle, et ça revient très très souvent. Et moi, ce qui me passionne, c'est justement de construire leur métier à partir de qui ils sont. Ce qui fait, ça fait de l'hybridation et ça fait parfois plusieurs casquettes. Et moi, je leur dis, ce qui est important, c'est pas les titres, c'est comment tu incarnes chaque partie de qui tu es dans une activité professionnelle, en fait. Moi, je suis un petit peu à cette image, donc j'ai pas choisi. Je leur dis, mais c'est pas besoin de choisir un métier avec un titre, quelque chose de figé. Tu peux gagner entre guillemets ta vie, te rémunérer et surtout t'épanouir avec plusieurs casquettes. Donc moi, je suis à la fois coach, consultante et formatrice, puisqu'il y a une dimension d'un peu chaque morceau en reconversion professionnelle, changement de vie, transition. Transition, pourquoi? Parce que c'est aussi une dimension écologique, l'écologie intérieure et l'écologie planétaire, à travers une méthode, entre guillemets, une façon de faire que j'ai appelée Inspire the Change, qui est derrière moi. J'ai rien inventé, comme je dis souvent, les antiques avaient tout compris. C'est juste suivre la respiration du vivant, suivre le vivant, donc l'inspire, aller en soi pour expirer, aller vers l'autre, aller vers l'extérieur. Donc, j'ai rien inventé. Je me dis, revenons aux choses simples, la respiration. Donc, j'accompagne des personnes, j'accompagne des collectifs aussi, notamment ce qu'on peut appeler aujourd'hui les tiers-lieux. Et j'ai moi-même un tiers-lieu qui s'appelle l'écolieu du Merle Enchanteur, où on fait de l'écotourisme et où on organise et on accueille des événements dans le domaine du développement personnel et de l'écologie. Voilà, évidemment, de l'art, de la culture, tout ce qui concourt à la croissance humaine dans un esprit de convivialité. C'est quelque chose qui nous importe énormément. La convivialité, la rencontre généreuse et comment on peut tous ensemble co-créer et rendre le monde bon à vivre. J'ai pas envie de dire meilleur parce qu'il l'est déjà. Ça dépend comment on le regarde. C'est vrai, ça dépend de la perception du monde qu'on a, si on veut le regarder par le côté, de l'optimisme ou par le côté un peu plus sombre, c'est sûr. Et en tout cas, quand tu me parles, ça me fait penser à l'ikigai, en fait. Oui, effectivement, c'est un outil que j'utilise, que je mélange avec le fameux why de Simon Sinek. On parlait en démarrage que tu accompagnes, toi, sur les volets marketing. Tu as aussi plusieurs casquettes. Et voilà, le fameux why de Simon Sinek, si vous connaissez pas, je vous invite à taper dans
dans votre navigateur préféré, commencez par le pourquoi. Start with why. C'est un TEDx qui a été sous-titré, qui est assez connu. Et en fait, moi, je mélange ça avec, en français, ce qu'on appellerait la raison d'être, pour justement identifier nos moteurs, identifier ce qui nous pousse à nous lever le matin, à la fois individuellement, mais à la fois collectivement. C'est-à-dire que moi, des fois, me lever le matin, ça serait pour aller faire un tour tranquillement dans mon jardin. Et des fois, ça serait pour sauver le monde. J'accompagne mes clients avec des petits personnages, là, je sais pas si tu les vois. Et Ah ouais, je vois, je vois. voilà. Et souvent, j'utilise ces deux-là pour dire, C'est voilà. des trolls. Alors oui, elle, c'est un troll. Et là, bon, là, c'est Wonder Woman. Et donc, j'explique souvent, voilà, on a plusieurs parties en nous et on peut avoir deux pourquoi, c'est-à-dire un grand pourquoi qui est, je veux sauver le monde. Moi, il est très fort celui-là et des fois, il me fait coucher assez tard. Voilà, parce que mon pourquoi sauver le monde, c'est ramener les gens sur leur soleil, c'est-à-dire sur ce à quoi ils sont bons, ils excellent et dans lequel ils prennent surtout plaisir. Et j'estime que si tout le monde est sur son soleil, on sort des problématiques d'ego surdimensionné, de guerre, de peur de la concurrence et de plein d'autres choses comme ça qui font des dégâts humains énormes. Donc ça, c'est mon côté sauver le monde. Et puis, j'ai mon pourquoi aussi personnel à me dire, tiens, ce matin, j'aurais bien fait une grasse mat, en fait. Oui, oui, j'adore sauver le monde. C'est mon soleil que d'aller accompagner les gens, mais j'aime aussi des fois rester sous la couette ou aller faire un tour en forêt, passer du temps avec mes filles. Et c'est tout un challenge d'équilibrer ces différentes parties de moi. Et puis mes fameux pourquoi. Donc oui, l'ikigai, c'est un outil que j'utilise. Bon, c'est super ça. C'est super. En tout cas, moi, c'est un petit bouquin là que je suis en train de toi en t'attendant, je suis en train de le bouquiner. J'aime bien bouquiner, j'aime bien lire. Oui, c'est une philosophie de vie des Japonais de l'île d'Okinawa qui a justement expliqué pourquoi cette population de cette île vivait plus longtemps, en bonne santé, etc. Et on voit que leur ikigai, souvent, c'est vraiment très simple. Hein. C'est plutôt de l'ordre de l'ikigai de Madame Latroche, j'ai oublié son prénom, qui est assez simple. Et les raisons d'être, plus sauver le monde, on peut les trouver dans d'autres approches. Hein. Mais voilà, moi, j'aime bien, c'est mon truc, mélanger plein de choses pour en faire une soupe ou un bon gâteau, une bûche de Noël, comme vous voulez. Okay. Ouais, après, on reviendra dessus, mais c'est vrai que aujourd'hui, on voit beaucoup de prolifération de gens avec le titre coach. Très souvent, malheureusement, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que moi, en fait, ce terme-là, souvent, j'évite de l'utiliser parce que moi, c'est un terme que j'utilisais surtout quand j'étais coach dans le tennis, donc dans l'univers du sport. Et en tout cas, ce terme-là vient de l'univers du sport à la base, surtout aux États-Unis. Et du coup, je trouve que aujourd'hui, là, il est vraiment utilisé tellement de manière en fait, que du coup, on s'y perd un peu. Si je peux faire une petite parenthèse sur ça, justement. Oui, avec plaisir. C'était un peu l'objet, en fait. Parce que du coup, comme j'interviewe que très peu de coachs, en tout cas qui ont cette appellation, du coup, ça serait bien, en fait, que tu nous éclaires un petit peu sur la conception du coaching, telle que toi, tu la vois, et éventuellement, dans ton parcours, le diplôme que tu as pu faire pour comment dire, te donner toute cette légitimité à accompagner les gens, parce que je vois beaucoup de formations qui sont très courtes, et c'est un peu inquiétant, en fait, de voir un peu des formations aussi courtes, avec peut-être des gens qui sont même pas accompagnés eux-mêmes et qui tu me régales. Qui ont juste vu la lumière, en fait, à un moment donné de leur vie, en disant je vais être coach, je vais accompagner des gens, alors que même ils ont du mal à s'accompagner eux-mêmes. Donc c'est très drôle, hein, parce que c'est une discussion que j'ai souvent avec mes consoeurs et notamment avec une consoeur qui s'appelle Alice Cara. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Hein. C'est vraiment c'est une super nana. Et en fait, on parle souvent de ça. On en parlait encore hier, figure-toi. Donc en fait, pour revenir au terme, déjà, effectivement, c'est souvent un mot qui est compris comme sportif parce qu'effectivement, à la base, il vient du monde du sport et c'est un mot à consonance américaine.
mon formateur, Henri Arnaudy, un vieux monsieur qui vit en Ariège, qui a une expérience de vie, une grande expérience de vie, puisqu'il a plus de 80 ans, lui explique que le mot coach, il vient du mot cocher. C'est-à-dire le cocher, c'est le conducteur de la calèche, en fait. Sachant que la calèche, quelque part, c'est notre corps. Et la personne qui est dans la calèche, c'est notre âme, notre personnalité, pour ceux à qui ce terme ne parle pas. Et le cheval, c'est les émotions. Et donc, en fait, le cocher, il est là pour guider la calèche, éviter qu'elle parte dans le fossé parce que le cheval, tout d'un coup, il a vu quelque chose qui lui plaît, une herbe appétissante et il part en embardé, vite manger, ou alors il a quelque chose qui lui a fait peur et il se met à galoper dans tous les sens et du coup, le passager brinque-ballé dans tous les sens, il sait plus ce qui s'arrive, ou carrément il finit à terre, la charrette explosée, la calèche explosée, voilà. Donc, du coup, moi, je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'utilise ce mot? Et puis, vraiment, cette définition d'Henri sur le cocher, je dis, mais oui, ça a du sens. En ce qui concerne donc je l'utilise, mais effectivement, dans mes appellations, notamment sur mon profil LinkedIn, effectivement, je le mets peu. Parce qu'il prête à confusion et que sur un profil LinkedIn, quand tu n'as pas les gens en face de toi, tu n'as pas le loisir d'expliquer comment tu vois la chose. Donc, dans la façon de faire, un coach pose des questions. Ça, c'est la base du coaching. Ce n'est que poser des questions à son client et le laisser cheminer. Donc, c'est guidé, tu vois. Hop, un peu les rênes, tac, tac, tac. On guide. C'est la personne qui fait son chemin. Évidemment, le coach, il pose des questions orientées, il met la lumière sur ce qu'il a senti pour que la personne, elle chemine dans le sens où il semble que ça serait porteur pour elle. On travaille aussi les croyances, etc. La différence avec un thérapeute, c'est que le coaching est plutôt bref. On ne va pas passer 10 ans normalement en coaching, sauf si on adore son coach. Moi, j'ai tendance à kiffer les gens qui m'accompagnent, puisque, comme je dis souvent, on est la seule personne qu'on ne peut pas voir dans la pièce. Donc, le meilleur coach du monde aura besoin d'un coach. Donc, moi, j'ai besoin aussi de me faire accompagner. J'adore ça. Je noue des relations souvent profondes avec les personnes qui m'accompagnent. Donc, moi, ça peut durer des années parce que j'adore ça. J'adore me former, mieux me connaître, interroger ma propre pratique. Enfin, tout ça, ça me passionne. Et puis, l'être humain me passionne, la psychologie me passionne. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait évoqué que je vienne à ton Oui, puis je crois que c'est Caroline Mignot qui nous a mis en relation. Je crois qu'elle a identifié des points communs certainement à tous les deux et il fallait qu'on se rencontre, je pense. C'est ça. Sur tout ce que tu viens de dire. Alors voilà, donc la thérapie, c'est quelque chose de plus long où on va vraiment nettoyer les traumas, nettoyer tout ce qui nous perturbe profondément, j'ai envie de dire. Même si en coaching, on peut faire sauter des choses, on n'a pas besoin de remuer le caca, comme je dis souvent, ou d'aller voir papa, maman pendant longtemps pour faire sauter des croyances. On peut très bien en faire sauter et en placer des soutenantes, c'est-à-dire faire sauter des croyances qui nous plombent pour en mettre d'autres à la place soutenantes. En coaching, on fait ça. Et ça peut suffire, hein. Pas besoin d'y passer 1000 ans. Mais pour certaines choses très profondes, il faut prendre le temps. Ça peut prendre des années et c'est OK, parce qu'on y va comme un oignon. On parle de pelure, on en enlève une autre. On ne recule jamais, il faut le savoir. Des fois, les gens me disent « Ah, il faut absolument que je règle ça. » Et je suis encore retombée dans ce problème. Je dis non, t'es pas retombée dedans. T'as affiné le grain. Au début, t'étais au primaire. Puis après, t'es passé au secondaire, puis t'es passé au collège, et puis au lycée, et puis là, t'es à la fac. Là, la vie, elle t'envoie le même sujet, mais niveau fac. Donc, tu n'as pas régressé. Ça, vraiment, même quand on ne veut pas faire de thérapie, la vie fait ce qu'il faut pour nous faire croître et pour nous faire nous développer. Donc, en fait, on avance toujours, parfois avec des coups de pied au cul, ou des cadeaux mal emballés. Ou des anges déguisés en trou du cul aussi, pour dire encore une autre image avec un gros mot. Voilà, ce sont des exemples souvent. Mais pas un bip. Voilà, des exemples pour montrer que la vie, de toute façon, nous fait progresser. Donc moi, je suis pas thérapeute parce que je suis plutôt orientée concret, action. J'aime que ça aille vite. Et en général, les gens me qualifient de booster. Donc, j'ai pas la patience. Et je suis pas la meilleure là-dessus.
sais pas mon soleil, justement, c'est pas mon excellence que d'être thérapeute. Donc, j'ai des partenaires thérapeutes exceptionnels, excellents, vers lesquels j'envoie mes clients quand il y a besoin d'aller en profondeur. Là, Oui, tu réorientes. Tu voilà. réorientes. Donc, j'ai une armée de guerriers de lumière avec qui je travaille et vers qui j'envoie. Donc ça, c'est la différence avec la thérapie. Et par exemple, quand je me présente comme consultante formatrice, c'est parce que des fois, pendant que j'accompagne, je vois quelque chose qui est juste évident et j'ai envie d'orienter la personne clairement en lui disant, va voir telle personne, lis telle chose. Et si je te dis ça, qu'est-ce que ça te dit? Et en fait, ça, c'est du consulting. C'est du conseil, c'est-à-dire que j'analyse, je pose un regard et je fais des propositions. Et la personne ne prend pas, évidemment. Mais là, on est dans le consulting. Donc, c'est pour ça que je dis coach consultante et formatrice parce que j'aime énormément transmettre. Comme on dit, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui servir son poisson tout prêt. Donc, en fait, moi, j'aime énormément transmettre. J'aime que les gens intègrent ce que je leur, ce que je leur apprends à travers les coachings pour qu'en fait, ils aient plus spécialement besoin de moi et qu'on puisse aller plus loin. Justement, ça c'est un point important sur lequel on peut mettre le doigt dessus, c'est que quelqu'un qui accompagne ou un coach, quoi, en fait, va développer l'autonomie, c'est-à-dire qu'il ne va pas rendre dépendants les gens de soi, bien au contraire. Un bon coach, oui. Il faut l'avoir bien en tête parce qu'aujourd'hui, enfin voilà, ça fera toute la différence. Si quelqu'un tend à vous dire, il faut encore tant de séances, fuyez en fait. Et en même temps, comme je vous disais, j'aime rappeler, reprendre une séance de temps en temps pour faire le point. C'est des choses que j'aime bien parce qu'il y a des choses qu'on oublie, parce que le coup de boost est toujours chouette, hein, et donc ça peut, hein, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire c'est pas une dépendance de type gourou, de type groupie, où les gens sont quelque part attendent de toi la pilule magique et que tu vas les sauver. En fait, on n'est pas là pour sauver les gens. La pilule magique. La potion magique. Non, la potion magique, on l'a en soi, hein, de toute manière. Hein, donc, mais on l'attend tous aussi. C'est complètement OK. On est tous à des fois avoir envie que la personne, pas forcément en coaching, développement personnel, enfin, mais parfois aussi voilà, toi, tu es dans le marketing, mais on a envie de trouver le prestataire qui va te faire le truc, qui va tout comprendre et qu'en 2 coups de cuillère à peau, ça sera réglé. On en rêve tous à des moments, mais il y a des choses qui prennent du temps. Est-ce que c'est pas un peu culturel aussi? On est quand même dans une société qui tend à nous, à nous mettre encore des couches culottes, quoi. Donc, je sais pas. C'est vrai que j'ai tendance des fois à comparer la société française à un peu des enfants et l'entrepreneuriat à devenir adulte. Je m'explique. En France, on a la sécurité sociale, on a le chômage. C'est super. Moi, je suis de cursus géographe. J'ai failli faire Sciences Po, donc la vie publique. L'intérêt général, la solidarité, c'est quelque chose qui m'importe énormément. C'est pour ça que le Merlin chanteur a une dimension économique, sociale et solidaire, et mes accompagnements aussi. Mais il n'empêche que c'est l'œuf ou la poule, je ne sais pas. Il n'empêche que les Français ont énormément besoin de papa, maman. C'est toujours la faute de l'autre, et c'est pas ma responsabilité à moi si je suis pas heureux dans ma vie. C'est quand même quelque chose qui en tout cas, me donne l'impression aux USA, qui sont des Européens qui sont partis, mais qui sont peut-être ces Européens qui avaient plus la croyance que ils étaient maîtres de leur vie et que c'était à eux de créer la vie qu'ils avaient envie. Les Américains aujourd'hui, en tout cas, ont plus cette dynamique du fameux self-made man, self-made woman, de se prendre en main et de dire c'est moi qui vais rendre ma vie meilleure, agréable à vivre, et comme j'ai envie de la sculpter, et je vais pas attendre de papa, maman et de l'État de me donner de l'argent pour m'en sortir et pour aller bien, quoi. Voilà. Ça peut paraître caricatural en très peu de temps, là. Voilà, on pourrait en parler des heures, mais. Ah ouais, je crois que c'est un vrai sujet. Je trouve que c'est un vrai sujet. Mais après, je voulais vraiment pointer du doigt, d'être en alerte, en fait. C'est-à-dire que vraiment, avant de s'orienter vers tel ou tel coach, voilà, qui est quand même d'aller vérifier quand même son cursus, ses diplômes. Alors justement, pour faire un pendant avec les États-Unis, tu vois, en France, on a la Mivilude. On a un contrôle quelque part de papa-maman de ces pratiques-là qu'il n'y a pas aux États-Unis.
avec des dérives qu'on peut connaître. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas les dérives de sectes avec des abus sur les femmes, sur les enfants, enfin des trucs monumentaux à l'échelle des États-Unis. Les Américains, ils font jamais rien de petit. Je sais pas, c'est parce que le territoire est grand, mais quand ils font un truc, ils font grand. Donc, il y a des scandales d'abus à des échelles énormes qu'il n'y a pas en France. On a eu le temple solaire, mais c'est rikiki, quoi. Et après, ça me fait rugir parce que plein de fois, la Mivilude fait des chasses aux sorcières et ils ont rien compris. J'entends les médias, services publics, France Inter, je peux pas le nommer, Charlie Hebdo, etc., casser du développement personnel de manière caricaturale, en n'ayant rien compris. Et ça m'énerve. Et en même temps, je m'énerve aussi après les mauvais praticiens, qui, on en parlait donc encore hier avec mon amie Alice Cara, ces gens qui sont amateurs et qui s'appellent experts. On n'accompagne pas les gens en ayant lu 2 livres de développement personnel. Ce n'est pas parce que toi, ça t'a fait du bien que tu es fait pour ça. Moi, j'accompagne les gens pour les remettre sur leur soleil, donc là où ils sont bons et où ils prennent leur pied. Et on n'est pas tous faits pour être coach, pour être thérapeute, pour être accompagnant. Et il y a plein de manières d'accompagner l'humain. Tu vois, j'ai des gens qui justement ont ça dans leur être, d'accompagner l'humain. Ils peuvent être très bien commerçants, en fait, tenir une boutique, puisqu'on sait qu'on achète par l'émotion, on achète par la relation humaine. Et un commerçant est à la fois, et surtout, quelqu'un qui relationne avec l'autre au-delà de vendre des produits. Donc, il y a tellement de manières. Là, je donnais l'exemple du commerçant, mais il peut y avoir le restaurateur, il peut y avoir l'infirmière, il peut y avoir, bon, évidemment, tous les métiers du soin, mais il y a tellement de manières de prendre soin. On n'est pas obligé d'être accompagnant ou justement infirmière. Il y a plein de manières. Et donc, oui, moi, je fais la chasse à l'amateurisme. J'ai des collègues, des consoeurs de l'accompagnement qui ne me comprennent pas toujours, qui trouvent que je critique certaines personnes parce que moi, j'ose nommer des gens en disant ces personnes-là sont dangereuses, ces personnes-là interviennent sur de l'humain en difficulté, de l'humain mal dans sa peau, donc tu peux faire des dégâts. Quand tu travailles sur l'humain, je trouve que tu as une responsabilité énorme. Tu sais pas pareil que si tu répares une voiture. Je donne souvent cette image, la voiture, c'est un peu notre extension corporelle. Tu peux envoyer quelqu'un dans le fossé et le tuer si tu as mal réparé la voiture, tu vois. Mais quand tu touches l'humain qui est en vulnérabilité, tu peux faire des sacrés dégâts. Et donc, moi, je fais la chasse à ma manière aux mauvais praticiens parce que oui, il y en a beaucoup. Et attention, c'est pas parce que on est bon sur certaines choses qu'on est expert, qu'on est compétent. Et à un moment, il y a une expérience de vie qui parle et qui est là. Moi, je me suis formée auprès de donc Henri Arnaudy, qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui continue à accompagner, qui n'est pas sur le web, qui n'a pas un discours bien huilé, qui coach un pantalon en velours et une casquette polaire avec dans son salon. Eh ben ouais, mais ça, moi, je m'en moque. Moi, ce qui m'importe, c'est le contenu de la personne, son parcours de vie. Et c'est ça qui, pour moi, fait un bon praticien. On peut être sage en étant jeune, mais de vieillir, ça a du bon, qu'on se le dise. C'est clair. C'est clair. Bon, on a fait une sacrée parenthèse on a mis un coup de, on a mis un coup de neuf là au podcast là. Voilà, on l'a orienté différemment. Alors du coup, on va repartir sur, tu sais, le petit portrait chinois. Mais je trouvais que c'était important de faire cette petite parenthèse et je pense que si ça peut, en tout cas, faire prendre conscience aux gens d'aller rencontrer des professionnels de l'accompagnement, de bien se renseigner quand même parce que c'est important. Et puis, s'ils estiment que c'est suffisant, ils sont trop en souffrance et que c'est c'est au-delà du coaching, qu'ils n'hésitent pas à aller consulter un psychologue, un thérapeute. Un psychiatre s'il faut. Et surtout aussi s'écouter, c'est-à-dire que s'il y a une personne que vous sentez pas, allez en voir une autre pour trouver la bonne en fait. C'est ok. Moi, il y a des gens à qui je correspond pas parce que je suis assez speed, parce que voilà, des fois je passe au consulting. Puis je suis aussi, j'écoute beaucoup mon intuition, ce qui me traverse. Je sais pas d'où ça vient, mais je l'écoute. Et il y a des personnes que ça peut perturber. Donc en fait, ça dépend. Des gens, il y a justement plein de coachs, on est tous différents. Donc, allez sentir la personne l'accompagnant, du coup, je vais revenir au sens large, qui vous correspond, quoi. Avec qui vous vous sentez bien, en sécurité,
et assez à l'aise pour être vulnérable et ben, du coup, travailler sur vous, quoi. C'est important, c'est sûr. Allez, on passe au petit portrait chinois. T'es Oui, prête? je On suis va en prête. savoir un peu plus sur toi. Alors, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Le jaune. Comme l'étoile derrière. C'est ça, et puis c'est une couleur, comme par hasard, les couleurs qui nous vont bien sont souvent celles qu'on préfère. Puis bon, j'avais regardé un peu ce que ça dégage. D'hab, j'aime bien creuser, moi, derrière les façades. Et le jaune, voilà, il y a un côté dynamique, il y a un côté joyeux, il y a un côté, voilà, peut-être d'éclairer aussi le monde d'une certaine manière. Si tu étais un livre, quel livre choisirais-tu? Ah, waouh! Alors là, quel livre je choisirais? Il y en a tellement en fait que je choisirais. Comme plein de personnes, j'ai la fameuse pile de livres à lire, pas encore lu, peut-être que j'aurais jamais lu parce qu'on est tous, il y a des livres, on tombe sur une couverture, on se dit il est pour moi et si on le lit pas à ce moment-là, bah après c'est trop tard. Donc il y a des livres que j'ai lus, il y a des livres formidables que j'aimerais lire et que je sais qu'ils m'apporteront. Ah, j'en ai plusieurs derrière moi, tu vois. Je vois J'en bien. ai un en anglais qui s'appelle la pronoia, qui parle justement de l'inverse de la paranoïa, qui est de croire que la pronoia, c'est de croire que l'univers conspire en notre faveur, alors que la paranoïa, c'est croire que l'univers, qui nous arrive que des emmerdes. Donc voilà. Intéressant. Ouais, Intéressant. Je ne connaissais pas ce livre. j'aime bien Ok. ce terme. Adjugé. Le moment de la journée que tu préfères. Pas trop du matin. Je suis arrivée un peu en cata au podcast d'ailleurs. Je crois que j'aime bien justement. On avait une horloge dont la pile ne fonctionnait plus. J'en avais marre de changer la pile régulièrement. Et je m'étais dit, tiens, je vais la mettre sur l'heure que j'aime dans la journée. Et je crois que c'est 15 heures. Parce que c'est le milieu de la journée. T'es pas en speed parce que c'est la fin, qu'il faut se dépêcher. T'es pas le matin pas réveillé. C'est un moment où l'été, 15 heures, le soleil est assez agréable. J'aime bien 15 heures. Allez, c'est parti. C'est peut-être en lien aussi avec, je suis une aficionados de la nuance. Je dis, je suis une militante, mais j'aime pas les extrêmes. Je suis une militante de l'extrémisme, je suis une extrémiste de la nuance. Donc 15 heures, c'est peut-être ce côté, tu vois, middle, moyen, mi-journée. Ouais, c'est un bon moment de la journée, hein. Il y en a qui font la sieste à ce moment-là même, dans le sud. C'est ça. Après, ouais. Alors, si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu? Booster, je dirais. C'est souvent ce qu'on dit de moi. On me dit que je redresse les gens, que je les aide voilà, à reprendre leur grandeur et à aller de l'avant. Donc, je dirais booster. C'est un mot anglais, du coup, mais dynamique. Booster. Si tu devais choisir une citation qui te correspond, ce sera laquelle? Ha! Ha! Alors, j'en ai plusieurs, si tu me le permets. J'en ai une que j'utilise souvent, c'est à toute chose, malheur est bon. Une amie qui m'a enregistré un podcast, justement, m'a présenté comme l'alchimiste, hein, celle qui transforme le plomb en or. C'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite, en fait. Je trouve toujours un côté positif à ce qui m'arrive dans la vie. Les petites, les moyennes, les grosses choses. Il m'est arrivé pas mal de choses de plein de tailles, comme plein de gens. Et en fait, si je ne suis pas capable de trouver un enseignement et un côté positif à ce qui m'est arrivé, ça me déprime. Donc en fait, c'est ma survie. À toute chose, c'est mon mantra survie. À toute chose, malheur est bon. Il y a toujours quelque chose à retirer de ce qui nous arrive dans la vie. Et, Alors, et mon deuxième mantra, c'est que j'utilise beaucoup en accompagnement parce que j'accompagne l'individuel, mais dans le collectif, ce côté, tu vois, société, inspire, expire quelque part. C'est ensemble, on va plus vite et plus loin. C'est-à-dire que je reformule tout seul, on va plus vite. Moi, j'y crois pas. Si on relationne et si on est chacun, si on apprend à relationner et qu'on est chacun sur notre soleil, et ben en fait, soleil plus un soleil plus un soleil, on va plus vite et plus loin quand on est plusieurs. Moi, j'adore les réflexions de type itérative où on est deux et on a une nouvelle réflexion à deux qu'on n'aurait pas eu tout seul et on a un autre éclairage et on a, enfin voilà, ensemble, on va plus vite et plus loin. ok, ça fait totalement écho. Les deux font totalement écho à ma philosophie et c'est vrai que du coup la première, bon bah, elle fait vraiment écho
Et la deuxième, je l'avais retransformée de la même manière que toi suite à un exercice que j'avais fait dans mon DU de préparateur mental où on avait expérimenté en fait le fait d'être seul et d'aller chercher. En fait, on avait 10 indices. Si on devait aller chercher des objets, on était tout seul et on était face à une équipe qui était du coup constituée de plusieurs éléments et qui avait exactement la même liste d'indices. Et c'était pour montrer que du coup, à plusieurs intelligences, on va plus vite pour trouver les objets. Et c'était une super expérimentation du coup à faire, notamment comme exercice en entreprise éventuellement, tu vois, pour montrer que du coup, plusieurs cerveaux vont plus vite qu'un seul. Ok. Alors du coup, tu parlais de podcast. Si tu étais un podcast, lequel serais-tu? Alors, j'écoute peu de podcasts, figure-toi. Alors, je commence à être un peu déçue de France Inter. J'aimais bien France Inter, tu vois. Et je trouve que maintenant, ils font des analyses à l'emporte-pièce, trop rapides, caricaturales des fois. Et donc, je dirais du coup plutôt des podcasts. Ça me fait penser aux médias papier ou quand Le Monde était encore un journal d'investigation. Je me souviens, mon père s'énervait après Le Monde qui était devenu un papier avec des analyses bâclées. C'est là ce qu'on retrouve de plus en plus dans certains anciens médias. Je pense qu'il y a des histoires de concurrence, il y a des histoires d'argent, il y a des histoires d'aller vite. Je discutais avec une journaliste à Paris la semaine dernière qui me disait j'aime ce que je fais, mais j'aimerais prendre plus le temps d'investiguer les sujets qu'on me demande de traiter. Et donc du coup, pour revenir au podcast, je te dirais un podcast que j'ai écouté il y a pas longtemps parce que je faisais beaucoup de route. Alors c'est pas le tien, mais c'est un podcast long. Et j'aime finalement quand ça prend le temps de creuser. C'est celui de Génération Do It Yourself et notamment celui où il interviewe Mike Horn. C'est du coup un podcast. Mike Horn. Ouais. C'est souvent un podcast. Celui-là, tu vois, j'ai pas tout écouté, tout m'a pas intéressé. Encore une fois, moi, c'est l'humain qui m'intéresse et du coup, c'est tu vois, toi, dans les personnes que tu as interviewées, des personnes qui vont me passionner plus que d'autres. Et voilà. Et donc d'avoir écouté Mike Horn pendant 3 heures, ça m'a passionné parce qu'on est allé en profondeur, on n'est pas resté en surface et on est allé vraiment comprendre finement sa façon de voir la vie, sa façon d'être un aventurier de la vie. Et donc moi, ce que j'en ai retiré et que j'explique souvent à mes clients aujourd'hui, c'est je leur dis oui, c'est normal d'avoir peur de sauter, c'est normal d'avoir peur de changer de vie, mais on saute pas à poil. Mike Horn, il part en expédition préparée. Et pourtant, il sait pas où il va. Il est dans le Grand Nord et personne n'y est pour lui dire comment ça se passe. Donc, mais il part préparé. Et une fois où justement il explique qu'il est parti à l'arrache, il y a laissé un doigt. Donc, j'ai lu ses livres. Ils sont extraordinaires, ces livres. Donc, c'est ok de partir. À un moment, il faut y aller sans tout savoir, bien sûr. Mais on se prépare et c'est complètement ok de se préparer. C'est clair. Allez, encore 2-3 questions et après on parle de ton mental. Si tu étais une musique, quelle musique serais-tu? Alors, en ce moment, j'écoute, je me suis mis enfin au chant. C'est quelque chose qui m'appelle depuis des années. En reparler peut-être par ailleurs. Ça y est, je m'y mets. Et du coup, on a choisi que je chante Unstoppable, donc qui est la bande-annonce du film Wonder Woman, le nouveau, avec Sia. Voilà, c'est souvent une chanson que j'aime mettre quand j'ai envie de me booster. Et pour moi, elle montre, c'est pas de dire on est inarrêtable en étant rigide, en étant du coup cassant de l'intérieur et en disant jamais, même pas mal. Pour moi, être inarrêtable, c'est aller écouter à l'intérieur, aller soigner nos blessures, aller justement travailler notre résilience et continuer à aller de l'avant avec ce qui nous est arrivé, quoi. Tout à fait. Allez, un petit dernier. Oui. Si tu étais un film, quel film serais-tu? Ah, pareil que les livres, il y en a plein. Mais un film que j'aime beaucoup. Non, c'est pas le genre que je regarde. J'aime énormément, moi, les films psychologiques, donc j'aime beaucoup les séries pour ça. Encore une fois, est-ce que tu sais pourquoi j'aime les séries? Est-ce que je sais pourquoi tu aimes les séries? Non, tu vas me le dire. Parce que c'est long. Parce que on peut creuser les personnages. Encore la même chose. Voilà, j'aime surtout les séries où on a des personnages, des caractères, où on creuse leur psychologie, on va derrière la caricature. Et voilà, c'est pour ça que j'aime les séries, parce qu'on a le temps d'aller en profondeur
sur les personnages. Et moi, du coup, je me prends d'amour pour les personnages. Mais pour revenir sur le film, du coup, ça serait un film d'amour qui s'appelle N'oublie jamais. Et c'est une histoire d'amour magnifique qui en anglais s'appelle The Notebook. Il n'y a pas beaucoup de films que j'aime revoir. Et ce film, je l'aime énormément. À la fois les personnages, à la fois l'histoire, à la fois le message, à la fois les décors. Enfin voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce film. Ok, ok. Allez, on va parler de ton mental. C'était ok. Oui. Est-ce qu'il est prêt? Il est bien oui. capé parce qu'il s'est couché. Ok. Il s'est couché très tôt ce matin. Mon mental, il est là. Ok. Si tu devais le définir, ce mot mental, quelle serait ta définition? Alors le mental, c'est ce côté incarné terrestre. J'ai envie de dire, c'est ce qui est dans notre boîte crânienne. Pour moi, le mental, c'est vraiment la dimension incarnée de notre être dans un corps. Voilà. Donc, il n'est pas toujours subtil. Il a besoin de mode d'emploi. Parce qu'il a besoin de contrôler. Il a besoin d'être rassuré. C'est une partie de moi qui est importante de mettre au bon endroit pour la rendre à mon service et pas qui me plombe en faisant le hamster et en réfléchissant trop. Donc voilà, le mental, c'est mon allié, mais des fois, ça peut être mon boulet. Ok. Est-ce que tu te prépares mentalement? Oui, à ce niveau-là, c'est-à-dire arriver à le mettre au bon endroit, à lui dire, tu vois, j'utilise des fois aussi les personnages pour dire, t'inquiète là, mon mental, tu vas aller dans le hamac, tu vas te détendre parce que là, c'est mes intuitions, mon intuition, mes perceptions, des choses qui passent par le ventre. On dit qu'on a un deuxième cerveau dans le ventre. Comme on aime bien comprendre, encore une fois, on dit que c'est là. Bon, moi, j'ai envie de dire, je sens. Je sais pas par où, mais je sens. Et donc, là, c'est écouter ce que je sens, ce qui me parle et qui est pas analysé, donc qui n'est pas mentalisé. Donc, voilà, je fais bouger les lignes et lui dire, OK, là, j'ai besoin de toi, par contre, parce que j'ai besoin d'être efficace. Voilà, je suis en train de refondre mon site web. Donc, j'ai besoin que ça organise, que ça tac, 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 tac. Donc là, c'est le mental à fond. Même si, évidemment, il y a le flow, ce fameux flow, cette descente, cette créativité et de l'ordre et de l'intuition aussi. Et tout ça, ça se mélange. Voilà, mais c'est des curseurs. Donc oui, je me prépare en bougeant mes curseurs en fonction de ce que j'ai à vivre, de ce que j'ai à faire, de ce que je sens de la personne qui est en face de moi aussi. Est-ce qu'elle a besoin plus que je la drive, que je la guide de manière plutôt voilà, dans un tunnel assez fermé, ou est-ce qu'elle a besoin justement que je l'amène à ouvrir ses perceptions, à ressentir, et dans ces cas-là, ça sera moins cadré et peut-être moins mental. Ok. Si je te dis confiance, est-ce que c'est un mot qui te fait écho et comment tu as bâti ta confiance? Alors oui, la confiance, je la mets à deux niveaux, même peut-être à plus. Il y a ce que j'appelle la foi et ce que j'appelle la confiance liée aussi à l'expertise. Alors je m'explique. La foi, c'est avoir la croyance et la confiance que l'univers conspire en notre faveur, fameuse pronoia, et se dire que ça va aller. Que je sais pas trop, je sais pas, mais j'ai ce truc en moi qui me dit que ça va aller. Donc ça, c'est la foi. C'est la foi en l'univers, c'est la foi en nous, en quelque chose de plus grand que nous, en ce nous plus grand que nous sommes. On l'appelle comme on veut. Donc ça c'est une dimension de confiance qui est plus large. Et ensuite, il y a la confiance en soi, ici, là, maintenant, qui est à la fois issue de ce dans quoi j'ai baigné en étant enfant, un contexte favorable, porteur, qui permet aussi de cultiver la foi dont je viens de parler, un contexte bienveillant, un contexte d'amour, un contexte voilà où des parents sont plutôt soutenants. Et puis à la confiance expérience. On dit qu'il faut 10 000 heures pour maîtriser un sujet. On en revient sur ces histoires d'amateurisme et d'expertise. C'est normal de pas avoir confiance en soi pour certaines choses. Tant qu'on n'a pas fait 10 000 heures, tant qu'on ne sait pas monter à vélo, on n'a pas confiance, mais c'est normal. Ça s'apprend, en fait, ça se pratique. Et à un moment, on peut dire, j'ai confiance en telle chose, parce que j'y ai passé tant de temps, donc maintenant, je maîtrise le sujet, j'ai confiance. Voilà. Donc souvent, les gens assimilent aussi les manques de confiance au fameux syndrome de l'imposteur, notamment dans l'entrepreneuriat. Moi, j'aime pas. Alors, c'est un peu c'est à la mode, hein, je vais pas plaire à tout le monde parce qu'on met des ateliers
sur l'imposteur un peu partout à toutes les sauces, mais pour moi, c'est un faux problème, en fait, parce que c'est normal de ne pas se sentir légitime tant qu'on n'a pas eu de l'expérience dans ce qu'on fait. Et moi, je me sens de plus en plus légitime, plus j'accompagne des gens. J'ai complètement conscience de ma valeur, je sais ce que j'apporte aux gens, je sais que je suis sur mon soleil, je sais que je suis douée, mais je n'ai pas encore l'expérience d'Henri ou de ma thérapeute, mon excellente thérapeute Suzy. Je n'ai pas encore leur expérience. Je n'ai pas les heures au compteur qu'ils ont. Voilà. Ouais, tu as tout à fait raison. Hein. C'est un peu comme quand on apprend à faire de l'avion. En fait, il faut un certain nombre d'heures de vol pour pouvoir, en tout cas, avoir différentes qualifications. Mais c'est aussi une étude scientifique qui a été faite, en fait. Elle a été retranscrite aussi dans le sport. Alors moi qui viens du tennis, où en gros c'était 10 000 heures d'entraînement, 10 000 heures d'entraînement, ce qui correspondait à peu près à 10 ans d'entraînement, de pratique. Et ils associaient ça aussi à 1000 matchs de compétition, par exemple. Et tu vois, tu peux l'assimiler aussi à la confiance quand tu as une action juste et qu'on dit c'est l'intuition. Tu sais, ce fameux éclair de génie, je suis allée étudier l'intuition et en fait, c'est une certaine façon d'expliquer l'intuition. Je suis pas en train de dire que c'est la seule. Moi, j'aime bien aussi les dimensions impalpables de l'existence, ce qui est vibratoire et qu'on n'explique pas aujourd'hui. Mais en tout cas, l'intuition, tu vois, le coup de génie du joueur d'échecs, c'est parce qu'il y a des milliers d'heures de coups d'échecs avant et que du coup, de manière inconsciente, son mental, son cerveau, son je ne sais quoi, on l'appellera comme on veut, tac, réfléchit très vite, il s'en rend pas compte et lui dis, joue cette pièce. Mais il est génial, pas du jour au lendemain, parce que pendant des années, il a appris. Voilà. Donc on peut aussi lier la confiance avec l'intuition, avec tout ça, tu vois. Ouais, totalement. T'as vu ma photo derrière, c'est un joueur d'échecs. Eh oui, effectivement. Tiens. Ouais. J'aime bien cette photo. C'est une intelligence artificielle qui me l'a faite. Ah oui, c'est la fameuse nouvelle intelligence. Là, je sais plus comment elle s'appelle. Midjourney, je crois. Midjourney. Ouais, je sais pas, il y en a plusieurs. Enfin, en tout cas, j'en ai pris une et du coup, j'ai tapé les termes en anglais et hop, ça m'a fait chercher une photo qui, puis voilà. Celle-là, elle est venue, là, je l'aime bien. Ouais. Elle est sympa. Si je te dis le regard des autres, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque un chemin de vie qui est le mien, mais qui est celui de beaucoup de gens. D'où ta question. On vit en société. On meurt seul, mais entre les deux, on est en société, on est dans la relation à l'autre. Donc, on se construit dans le regard de l'autre. Comme je dis souvent, on est la seule personne qu'on ne voit pas dans la pièce. Donc, on se regarde les uns les autres. On se juge tout le temps. Nous-mêmes, les autres, c'est OK. La question, c'est pas de juger l'autre. Et de se juger, c'est de condamner. La bascule, elle est fine et c'est là, et la nuance est importante. Encore une fois, toujours des histoires de nuances. Voilà. Donc, le regard de l'autre, il nous drive toute la vie. La question, c'est de le mettre encore une fois au bon endroit. Moi, quand mes clients font des avis sur moi, font des vidéos où ils disent qu'ils sont heureux, de mon après mon accompagnement, qu'ils sont allés là où ils voulaient, que je suis une personne compétente, efficace, qu'ils ont apprécié, ça me fait du bien. Et quand quelqu'un est insatisfait, je me dis, mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ok, ça n'a pas marché entre nous, tu vois, mais ça me touche. Et j'essaie juste de le mettre au bon endroit. De dire, ok, ça te fait du bien, mais mets-le au bon endroit, c'est chouette, ça te confirme que tu es la bonne personne pour, mais n'en fais pas non plus l'alpha et l'oméga de ta vie, tu vois. C'est juste le mettre au bon endroit, le travailler pour pas que ça nous plombe, pour que ça nous permette de nous améliorer, de mieux relationner entre êtres humains. Mais voilà, attention au curseur sur le regard des autres, en fait. Hein. Totalement. On va parler de motivation. Qu'est-ce qui te motive? Ah ben, Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui active ta motivation au quotidien? On va revenir à ces fameux petits personnages du début. Il y a mon pourquoi. J'ai quand même une dimension, je me suis questionnée beaucoup là-dessus. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube où j'interviewe des personnes sur le thématique de l'engagement et du militantisme. Donc, j'ai une dimension militante depuis toujours. Depuis toujours, ce fameux mot, ça ne veut pas dire grand-chose, mais aussi loin que je me rappelle, je devais avoir 7-8 ans. Et je me suis dit, moi, je veux apporter ma pierre au monde. Et puis, je l'ai mis de côté en grandissant, des traumas, va savoir, en me disant, pour qui tu te prends, tu vois. T'es pas Mère Teresa, t'es pas Gandhi, pour qui tu te prends. Et puis, ça m'a toujours mue, en fait.
J'ai toujours senti que j'étais là pour changer le monde. Ça peut paraître très pédant, justement, mais non. C'est ma part à moi. J'ai fait tout un cursus de connaissance de soi et souvent j'utilise ce petit personnage aussi quand j'accompagne les gens, qui est issu d'un dessin animé où c'est un personnage qui part en quête, le bâton de la quête. Et la quête de soi, c'est inhérent à l'humain. On est pour faire une quête. Les antiques le disaient, Énéide, tous les récits, aujourd'hui Star Wars, tous les bons films sont une quête de héros. Donc, j'ai fait cette quête de connaissance de moi pour mieux comprendre pourquoi je me sentais missionnée. Je l'ai mis, je pense aujourd'hui encore au bon endroit. Je me pose encore des questions. Pour certains, je suis pas assez militante. Pour d'autres, je le suis trop. Donc, c'est tout, encore une fois, toute une histoire de perception. Mais ce qui me fait lever le matin, oui, c'est que je sais que j'ai ma part à jouer pour rendre le monde bon à vivre. J'ai pas dit meilleur, mais voilà. J'aimerais mettre les 2 milliards d'êtres humains sur leur soleil, que les 2 milliards d'êtres humains, ils puissent soigner leurs traumas et donc les envoyer vers mes potes Avengers pour soigner leurs traumas. Parce que pour moi, comme ça, c'est comme ça qu'on arrêtera de se foutre sur la gueule, qu'on arrêtera de détruire la planète, de prédater à la fois la planète et l'être humain, quand on sera bien dans nos pompes. Donc ça, c'est ce qui me fait lever le matin en me disant, Anne, faut aller sauver le monde. Mais aussi, des fois, ce qui me fait lever c'est d'aller voir des personnes que j'aime beaucoup, avec qui je passe du bon temps. Et peut-être des fois, c'est de se lever pour se recoucher, pour se détendre. Et ça, je le fais pas encore assez. Ok. On parle de gestion des émotions et ma question c'est, est-ce que tu as des rituels, des techniques, des outils pour surmonter les différents stress qui peuvent te traverser? Alors, on sait qu'il y a le stress, souvent on parle plutôt du stress à connotation négative, hein, la plupart du temps quand on le lit. Mais bon, le stress, c'est aussi quelque chose qui peut être très bon aussi, en tout cas, qui peut stimuler. Donc là, je parle plutôt du stress qui serait plutôt, toi, quelque chose qui t'inquiète, quoi. Qui t'handicape. Ouais. Des émotions handicapantes plutôt. En fait, justement, j'ai plus de 15 ans de travail sur une connaissance de moi et de nettoyage de traumas, de problématiques, etc. Et je me souviens, il y a pas longtemps, j'en discutais avec ma super thérapeute Suzy, et elle me disait, t'as plus rien à soigner, t'as juste à calmer ton mental. Et donc moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est quand il commence à s'emballer, je dis hop, 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 reviens Léon. Comme la roue d'une voiture, tu sais, une voiture, on en revient à l'image de la voiture. Quand ça part dans tous les sens, c'est les roues qui partent d'un côté, le volant, le moteur, tout se part dans tous les sens, et c'est de dire, oh, on revient ici. Elle a l'image elle utilise notamment ce qu'on appelle, c'est pas elle qui l'a inventé, mais les 7 corps, les enseignements spirituels nous parlent nous disent qu'on a plusieurs corps vibratoires. On a notre corps physique et puis on a notre corps, on en a 7, voilà. Ça a rapport avec les chakras? Ouais, ça a rapport entre autres avec les chakras, voilà. Je peux mon petit, tu vois, ça c'est mon petit vadémécum justement pour calmer le mental. Et donc je peux vous le lire si vous voulez. Donc voilà, ça vous parlera pas, vous jugerez peut-être, mais en tout cas essayez. J'active mon bouclier de lumière. Je fusionne avec mon corps humain divin. Je fusionne avec mon corps causal. Je fusionne avec mon corps mental. Je fusionne avec mon corps astral. Je fusionne avec mon corps éthérique. Je fusionne avec mon corps physique. Je fusionne avec l'esprit divin. Main dans la main, comme un seul tout, nous sommes forts et cohérents. Tous ensemble, on ne risque rien. En résumé, c'est reviens Léon, on rassemble tout le monde, on se calme, ça va aller. Tu vois? Et oui, voilà comment moi je gère. C'est une gymnastique de tous les jours. Hein. Si tu te mets à vouloir courir un marathon sans avoir jamais couru du tout, ça va faire mal. Si tu veux pratiquer le zen et justement, reviens Léon, quand il y a une catastrophe, une guerre, un truc comme ça, ça va être compliqué. Donc c'est important de pratiquer le centrage et puis le calm down quand ça va bien, quand les enjeux sont petits,
Comme ça, le jour où ils sont gros, ça vient tout seul, en fait. On sait courir, on part, on sait se centrer, tu vois. Et je comprends. c'est un entraînement sportif. Ouais, ça me fait penser un peu au sport. Et je suis pas une athlète, hein, clairement, moi j'ai un moteur émotionnel puissant, donc voilà. Donc je me fais bananer régulièrement par mes émotions. Non, mais dans le sport, on parle souvent dans des moments importants de pensées parasites. Et du coup, souvent, on a un travail à faire pour, du coup, les calmer, pour calmer son mental en envoyant un peu ce qu'on appelle, tu sais, comme les scuds, quoi. On envoie des pensées parades qui viennent un petit peu contrer ces pensées qui auraient tendance à nous, on va dire, à nous inhiber et puis finalement à nous lever, à nous, comment dire, à nous disturber, à nous emmener bien loin de la concentration et des actions optimales qu'on a à mener pour être performant. Et souvent, il y a quelques outils pour ça, pour venir un petit peu contrer ces pensées parasites qui sont souvent dues à un manque de confiance en soi évident, quoi. Et qui Et en fait, il y a aussi, moi souvent ce que je dis, quand on est fatigué, quand on n'a pas pris soin de notre véhicule corporel, on a moins de discernement, on se laisse plus facilement embarquer aussi. Donc, des fois, rien que de dormir, je me le dis à moi-même, ça suffit. Dormez juste. C'est pas compliqué. Pour autant, on a du mal parce qu'on est sursollicité, parce qu'on se donne plein de missions. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc, on se repose pas assez. Et puis, vraiment, loin de moi l'idée de dire qu'il faut dire ta gueule à tout ce qui nous traverse. Il y a vraiment des moments, et c'est important de faire une thérapie. Je le répète, moi, je suis pas thérapeute, mais c'est hyper important. Mais à un moment, on va le sentir quand là, c'est notre mental qui se raconte des histoires pour continuer à faire la victime et à courir dans sa roue de hamster. Donc, des fois, c'est dire non, mais stop, ta gueule, là. Par contre, si tu veux, si tu as des doutes, moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, on leur donne rendez-vous à nos doutes. Non, mais là, il faut que je sois concentrée. Donc, tu doutes, mais on se donne rendez-vous ce soir à 19h, on se prend 1 heure ensemble, toi, mes doutes et moi. Tiens, tu les sors un peu de toi aussi, quelque part, dire, ok, coucou les doutes. Ouais, ça peut être lui, justement, avec son bâton de questionnement. Ok, Coco, je t'ai vu. T'as la trouille, t'as des doutes, ok, mais pas pour l'instant. On parle plus tard. Tu veux bien? Tu vois? Et de les écouter aussi. C'est pas toujours de leur dire ta gueule, c'est dire, ok, là, par contre, j'ai pas le temps pour toi. Un petit peu comme quand on a nos enfants qui ont besoin qu'on les remplisse, qu'on ait de l'attention pour eux. Et si on ne les écoute pas, ils crient encore plus fort. Donc, c'est de prendre 2 minutes en disant, oui, là, je peux pas, en fait, être avec toi, mais dans 1 heure, je suis avec toi et on passe du temps de qualité ensemble. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important. Ouais. On peut pas, en tout cas, comme tu dis, on peut pas leur dire taisez-vous, vous n'existez pas en fait. Il faut en prendre conscience, les écouter parce que c'est souvent significatif de quelque chose qu'on a à traiter. Et ensuite, on peut très bien, ouais, comme tu disais, le différer pour être focus sur ce dont on a besoin, sur le moment présent. Mm. Et souvent, ça sert à ça aussi de faire un peu le bilan de sa journée. C'est un peu ce rendez-vous avec soi-même dont tu parles, quoi. Oui, tout à fait. Il y avait une personne, j'avais écouté un interview, elle parlait de la boîte à doutes. Hein, j'aimais bien. La boîte à doutes. Ok. Allez, dernière question. Et ensuite, on conclura cet épisode. Souvent, on entend que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, c'est le fameux lâcher prise, la tarte à la crème du développement personnel, qui est pourtant souvent mal compris. C'est comme la loi d'attraction, comme plein de choses. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est pas compris. Comme je dis souvent, les concepts, les mots, les outils sont neutres. C'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on les comprend. Tu vois, je donne souvent l'image du couteau. Avec un couteau, tu peux te couper un doigt ou couper un morceau de pain et l'offrir à ton voisin. Donc avec le lâcher prise, c'est pareil. Et ce lâcher dont tu parles, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que moi, j'ai une autre, du coup, phrase fétiche qui n'est pas de moi, qui dit « L'art de vivre est un subtil équilibre entre tenir bon et lâcher prise. » On en revient ma passion de la nuance. C'est que il y a des choses pour lesquelles il faut tenir bon. Et à un moment, quand on sent que ça force trop, que c'est pas le moment, que c'est pas clair, que la solution elle est pas là, là on lâche. Et c'est quelque part ce lâcher prise qui fait que c'est quand tu es sous la douche ou que tu te rases pour les hommes, selon une phrase bien connue, Je m'en rase pas, moi. ou le matin
au réveil que d'un coup, tu as l'idée lumineuse. C'est parce qu'en fait, tu as lâché prise. C'est-à-dire qu'à un moment, tu tiens bon dans le sens tu réfléchis, tu remplis ton cerveau, tu lis plein de choses, tu cherches des solutions, et puis, bon, non, là, c'est bon, la solution, je la vois pas, je trouve pas, c'est pas clair. Parce que tu as agité beaucoup le bocal, tu sais, comme un lac. Il y a eu une tornade, ça remuait, c'est tout boueux, c'est tout turbide, c'est trouble. Et donc, pour y voir clair, il faut laisser reposer les particules en suspension, donc nos pensées, nos réflexions, tout ce qu'on a agité. On laisse reposer au fond du lac et tout d'un coup, c'est clair. Donc, c'est ça. Le lâcher, pour moi, c'est on laisse reposer, on lâche, on laisse tomber, on y reviendra plus tard. Et rendez-vous en compte, vous allez sûrement en écoutant vous dire ah ben oui, évidemment, c'est quand j'y réfléchis plus, quand j'y pense plus, que j'ai la solution. Oui, ça arrive souvent ça. Tu te couches le soir avec une idée que tu n'arrives pas à résoudre et puis le matin tu t'es endormi avec et tu as trouvé la solution comme si ça arrive souvent. Mais c'est pour ça c'est pour ça que souvent il y a des personnes qui ont du mal à dormir parce qu'elles réfléchissent toute la nuit. Moi, en général, pour le coup, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais rien ne m'empêche de dormir. Si ce n'est le jour où on a perdu un bébé, il a fallu que ça, voilà, c'était un processus de résilience qui a été, tu vois, justement, à toute chose malheur est bon, assez long. Donc voilà, il y a eu de la souffrance à passer, mais à part ça, rien ne m'a jamais empêché de dormir parce que justement, je me dis, c'est pas en y réfléchissant encore et encore et encore que je vais trouver la solution. J'ai ce truc. Il y a des choses qu'on a besoin de cultiver, de travailler. Il y a des choses qu'on a naturellement en nous. Ça, je crois que je suis arrivée câblée avec. Je suis arrivée avec ce logiciel-là de me dire, Anne, dors. Tu trouveras pas la solution dans la nuit. Laisse tomber. Ok. Bah, écoute, merci Anne pour ton témoignage, pour ton temps. Je sais que derrière, tu as un coaching, donc je vais pas monopoliser un peu plus de ton temps. Je voulais te remercier et du coup, bah, la tradition du podcast veut que bah, je laisse le mot de la fin à mon invité. Et puis si à la fin, bah, tu peux nous glisser comment on peut te retrouver si on veut prendre attache avec toi, bah vas-y. C'est ton mot de la fin et puis voilà. Et je te remercie beaucoup pour cette interview. Bah écoute, un grand merci de moi aussi pour ce moment avec toi. Le mot de la fin, c'est la co-création. Moi, j'adore échanger avec l'autre, avec l'humain. On en avait parlé avant pour parler de l'intérêt de faire ce podcast tous les deux. Vraiment, merci pour ce temps qui est court et que j'espère qu'on pourra poursuivre en off par ailleurs parce que j'aime, voilà, moi, tous ces sujets humains me passionnent. L'humain me fascine à tous les niveaux, tant dans ses côtés sombres que ses côtés lumineux. Je trouve l'humain fascinant. Donc, merci de m'avoir donné cette opportunité d'échanger et puis aussi de regarder dans le rétroviseur quelque part, de voir le parcours que j'ai fait, où j'en suis. Parce qu'aujourd'hui, j'ai à cœur de transmettre. Un grand, grand merci pour ça, Sébastien, d'avoir été le porte-voix de mon militantisme, de ma mission, d'une certaine manière. Et justement, si vous voulez voir ce que je fais, tout ce que je fais et avec qui, parce que moi, voilà, j'adore collaborer, vous pouvez aller, j'ai une chaîne YouTube, qui s'appelle Anne Ferrier, où voilà, vous retrouverez plein d'interviews et où je pense que j'aurai plaisir, si tu es partant, Sébastien, à t'interviewer à mon tour. Écoute, avec plaisir. Ouais, je suis présente sur LinkedIn, Anne Ferrier-Brassard. Là, j'ai mis mon nom de mariée aussi. Voilà, parce que dans mon ancienne vie professionnelle, j'avais mon nom d'épouse. Donc, j'ai mis les deux. Je suis aussi sur Facebook, Anne Ferrier-Brassard, et sur Instagram. Donc là, c'est Anne Inspiractrice, parce que le côté inspiration et action. Je suis j'ai dit LinkedIn. Enfin, je suis un peu partout. Les gens me disent, mais comment tu fais pour être partout? En fait, comme j'adore justement être en interaction, découvrir l'être humain, du coup, c'est plein de canaux différents et d'approches différentes de l'humain. Donc, c'est pour ça que je suis partout. Alors, pas autant que, voilà, les journées n'ont que 24 heures. Et vous pouvez aussi, si vous voulez voir l'écolieu, on a aussi une page Facebook qui s'appelle Écolieu du Merlin Chanteur et une page Instagram qui s'appelle Cantomerly, Cantomerly. C'est le nom de notre lieu-dit qui s'appelle en occitan le merle qui chante.
Forcément, le merle enchanteur, c'était tout trouvé. Voilà, et puis j'ai un site. Ah ben oui, j'ai mon site web. Je me suis couchée à 4 heures du matin justement, j'étais dans le flow pour travailler sa refonte. Donc, c'est www.anne-inspiratrice. Il n'y a pas le C là. Inspiratrice.fr. Non, je dis n'importe quoi. Vous oubliez. www.anne.inspire-inspire.fr. Non, mais quelle honte. Voilà. Là, c'est le manque de sommeil qui parle. Vous me trouverez. Ok, bah écoute, en tout cas, encore un grand merci. Ton côté booster aussi et ton dynamisme. Et bah écoute, je te dis à très vite. Et puis écoute, à bientôt pour une future collaboration alors. Oui, Sébastien, franchement, je serais ravie de poursuivre. Je suis un peu frustrée parce que là, voilà, je suis tenue par le temps et puis je suis arrivée en catastrophe. Et je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir discuter avec toi, donc on va faire ça. Ok, bah écoute, très belle fin de journée à toi et puis encore merci et puis à très bientôt. Encore merci Sébastien de l'accueil. Avec plaisir. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.